On a tous déjà eu ce patron qui nous donne envie de démissionner dès le lundi matin. Celui qui donne des ordres, surveille vos horaires et s'approprie vos succès. Mais vous avez peut-être aussi croisé cette personne, celle pour qui vous seriez prêt à faire des heures supplémentaires sans qu'on vous le demande, simplement parce qu'elle vous inspire. Quelle est la différence? L'un est un chef, l'autre est un leader. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi la hiérarchie est en train de mourir et comment vous pouvez dès maintenant transformer votre manière de diriger pour obtenir des résultats que l'autorité seule ne pourra jamais atteindre. Le mot chef vient du latin caput, la tête. C'est un titre. C'est quelqu'un qui tire sa légitimité d'une étiquette sur une porte ou d'une ligne sur une fiche de paie. Le chef fonctionne selon 3 piliers. Premièrement, l'autorité descendante. Fais-le parce que je suis ton supérieur. C'est une logique de pouvoir qui repose uniquement sur le statut. Il n'y a pas de discussion, juste une exécution. C'est simple, c'est direct, mais c'est terriblement inefficace à long terme. Deuxièmement, le contrôle. Le chef gère des processus, pas des humains. Il s'assure que les cases sont cochées, que les horaires sont respectés, que les rapports sont rendus. Il est obsédé par le comment on fait les choses, souvent au détriment du pourquoi on les fait. Il passe son temps à surveiller, à vérifier, créant un climat de méfiance. Et troisièmement, la peur de l'erreur. Sous un chef, on ne cherche pas à innover, on cherche à ne pas se faire réprimander. L'échec est vu comme une faute personnelle, pas comme une opportunité d'apprendre. Les employés deviennent alors frileux, ils évitent de prendre des risques et se contentent de faire ce qu'on leur demande, sans plus. Le problème? Le chef obtient de l'obéissance, mais il n'obtient jamais l'engagement. Il obtient des mains qui travaillent, mais pas des cerveaux qui créent, ni des cœurs qui s'investissent. Les gens font le minimum syndical pour éviter les ennuis et toucher leur salaire. C'est un management de la conformité, pas de la performance. Maintenant, parlons du leader. Le leader, lui, n'a pas besoin de titre. Le leadership, c'est une influence, pas un grade. Si vous enlevez le titre à un chef, il ne lui reste rien. Si vous enlevez son titre à un leader, les gens continuent de le suivre. C'est ça, la grande différence. L'autorité du leader ne vient pas d'un organigramme. Elle est gagnée par le respect, la confiance et l'inspiration. Alors, quels sont ses secrets? Il y en a 3 principaux. Premièrement, il montre l'exemple. Le leader est dans la tranchée avec son équipe. Il ne se cache pas derrière son bureau en distribuant des ordres. Il ne dit pas « allez-y », il dit « allons-y ». Quand il y a un problème, il est le premier à mettre les mains dans le cambouis. Il incarne les valeurs et l'éthique de travail qu'il attend des autres. Il ne demande jamais à son équipe quelque chose qu'il ne serait pas prêt à faire lui-même. Deuxièmement, il développe les autres. Un chef veut être indispensable. Il a peur que ses collaborateurs deviennent meilleurs que lui. Il fait de la rétention d'informations pour garder le contrôle. Un leader, au contraire, veut rendre son équipe autonome. Son succès se mesure à la réussite de ses collaborateurs. Il leur donne les outils, la confiance et les opportunités pour grandir, pour devenir eux-mêmes des leaders. Son objectif ultime, c'est de se rendre inutile. Et troisièmement, il écoute plus qu'il ne parle. Le chef adore le son de sa propre voix. Il pense avoir toutes les réponses. Le leader, lui, sait qu'il ne sait pas tout. Il utilise l'intelligence collective plutôt que son propre ego. Il pose des questions, il sollicite des avis, il crée un environnement où chacun se sent libre de s'exprimer, de proposer des idées, même si elles vont à contre-courant. Il comprend que les meilleures solutions émergent souvent du groupe, pas d'un seul individu. Pour que ce soit encore plus clair, mettons-les face à face. Imaginez un tableau. D'un côté, le chef. De l'autre, le leader. Le chef pousse les gens. Le leader les guide. Le chef dit « j'ai réussi ce projet. Je veux que vous fassiez ça. » Le leader dit « nous avons réussi. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble ?» Le chef utilise les gens. Pour lui, ce sont des ressources, des pions sur un échiquier pour atteindre ses objectifs. Le leader développe les gens. Il investit en eux, il les fait grandir. Le chef inspire la crainte. On le respecte parce qu'on a peur de la sanction.
Le leader suscite l'enthousiasme, on le suit parce qu'on croit en la vision qu'il porte, on a envie de faire partie de l'aventure. Le chef désigne des coupables quand une erreur est commise. Il cherche un responsable à blâmer. Le leader, lui, répare les erreurs. Il se concentre sur la solution et sur ce qu'on peut apprendre de cet échec pour ne pas le reproduire. Maintenant, prenez un instant. Posez-vous la question, dans quelle colonne vous situez-vous aujourd'hui? Soyez honnête. On a tous une part de chef en nous quand on est stressé ou sous pression. Le réflexe autoritaire peut vite revenir. Reconnaître cette tendance, c'est déjà la première étape pour s'en défaire. La question n'est pas d'être parfait, mais de savoir vers quel modèle on veut tendre chaque jour. D'accord? Mais concrètement, comment on fait? Comment on passe de chef à leader? Ça ne se fait pas en une nuit. C'est un travail de tous les jours. Voici 3 étapes concrètes que vous pouvez commencer à appliquer dès demain. Première étape, remplacez le pourquoi par le comment. Imaginez qu'un membre de votre équipe a fait une erreur. Le réflexe du chef, c'est de demander « Pourquoi tu as raté ça ?» C'est une question qui accuse, qui met sur la défensive. La personne va chercher à se justifier, à trouver des excuses. Le leader, lui, va demander « Ok, il y a eu un souci. Comment puis-je t'aider à réussir la prochaine fois ?» Voyez la différence? On passe d'une culture du blâme à une culture de la solution et du soutien. Deuxième étape, pratiquer la vulnérabilité. Un chef pense qu'il doit être infaillible, qu'il doit toujours avoir raison. Le leader, lui, sait qu'admettre ses erreurs n'est pas une faiblesse, mais une force. En disant « je me suis trompé » ou « je ne sais pas, cherchons la réponse ensemble », vous créez un climat de sécurité psychologique. Vous donnez la permission à votre équipe d'être humaine, de prendre des risques, d'innover sans avoir peur d'être jugé. La vulnérabilité engendre la confiance, et la confiance est le carburant de la performance. Troisième et dernière étape, donnez du sens. Ne donnez pas une tâche, donnez une mission. Le chef dit « Je veux que tu remplisses ce tableau Excel avant 17 heures ». Le leader dit « Ce tableau va nous permettre de présenter notre projet au comité de direction. S'il est bien fait, nous pourrions obtenir le budget pour lancer cette innovation qui va changer la vie de nos clients. Ton travail est une pièce maîtresse de ce puzzle. » En expliquant l'impact du travail de votre équipe sur l'entreprise ou sur le monde, vous transformez une simple corvée en une quête qui a du sens. Et quand les gens comprennent le pourquoi, ils sont bien plus engagés et créatifs dans le comment. Pour conclure, le monde du travail a changé. Le modèle du commandement et du contrôle, hérité de l'ère industrielle, est dépassé. Aujourd'hui, on a besoin d'agilité, de créativité, d'engagement. Et ça, seul un vrai leadership peut le générer. Le monde n'a plus besoin de gestionnaires autoritaires. Le monde a soif de leaders authentiques, de coachs, de facilitateurs qui inspirent et élèvent les autres. Dites-moi dans les commentaires, quelle est la qualité numéro 1 d'un leader selon vous? L'écoute, la vision, l'empathie. Je suis très curieux d'avoir votre avis et je lirai et répondrai à vos retours. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous et partagez-la à ce collègue ou ce manager qui a besoin d'un petit rappel. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, soyez inspirants.